Préface de la logique et des catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire suite. Voici donc les grands caractères sous lesquels nous doit apparaître aujourd'hui la logique péripatéticienne. Premièrement, dénombrement vrai des parties essentielles qui composent la logique pure. Deuxièmement, classification vraie de ces parties dans le rapport de succession nécessaire, depuis les catégories jusqu'aux derniers analytiques, depuis les mots, éléments de la proposition, jusqu'au syllogisme démonstratif. Troisièmement, vérité complète des détails, malgré les obscurités et parfois un peu de désordre. Quatrièmement, lacune dans la théorie de l'universel qui n'importe que très peu à la science de la déduction, comme Aristote l'a faite, mais qui importe beaucoup dans la pratique pour la recherche de la vérité, seul objet que poursuive l'esprit humain. Cinquièmement, enfin, division vraie de la logique en deux parties principales, la science et l'art, et ce dernier, peut-être, n'ayant pas été vu dans toute sa portée, et pouvant recevoir par une théorie nouvelle sur l'acquisition réelle des principes, des développements qui dépasseraient de beaucoup la science aristotélicienne et lui donneraient pour auxiliaire et complément une sorte de dialectique analogue en plusieurs points à la dialectique platonicienne qu'Aristote a trop dédaignée. Tels sont, au point de vue où nous pouvons aujourd'hui nous placer, les mérites et les défauts que l'organon doit avoir pour nous, tels sont les résultats incontestables qu'il a conquis et qu'il nous transmet, telles sont les lacunes qu'il nous laisse à combler. De nos jours, au milieu du XIXe siècle, éclairés par les efforts des 2 siècles qui le précèdent, nous pouvons savoir avec d'autant plus d'exactitude ce que réclame l'esprit nouveau que la réforme a déjà traversé plusieurs phases. De Ramus jusqu'à nous, de l'ardeur un peu aveugle, toute noble qu'elle était de la Renaissance, à cette calme impartialité de notre temps, de ces pressentiments fort louables mais indécis, à cette assurance réfléchie de notre âge qui a ses desseins et qui y marche résolument, il y a loin sans doute. Mais enfin, c'est le XVIe siècle avec ses erreurs, c'est le XVIIe siècle avec sa méthode, c'est le XVIIIe siècle avec les conséquences tirées de cette méthode qui nous doivent instruire. Ramus et Bacon, Descartes surtout, nous doivent apprendre ce que la logique d'Aristote peut être pour nous, l'estime que nous lui devons accorder, l'usage que nous en pouvons faire et les parties nouvelles que nous lui pouvons ajouter. Recueillons ces utiles enseignements d'un temps qui se rapproche du nôtre en ce qu'il l'a préparé. Demandons à l'histoire avec tout le passé ce que nous aussi nous pouvons attendre de ce véritable monument qu'il a légué à notre pieuse admiration. Le passé non plus n'a pas cru qu'il dût s'en tenir à la logique d'Aristote. Il a essayé de la refaire d'abord, puis de la remplacer. Il n'a pu ni l'un ni l'autre. Nous ne le pourrons pas plus que lui, mais il nous apprendra, sinon à la détruire, puisqu'on ne peut détruire la vérité, du moins à la compléter pour la croître. Il faut bien voir ce qu'était au XVIe siècle la tentative de Ramus, si fatale pour lui, qui ne fut point absolument stérile pour la postérité, mais qui marqua bien plutôt un généreux projet qu'elle n'accomplit une vraie réforme. Le joug d'Aristote, tel que la scolastique l'avait fait sur son déclin, était devenu intolérable pour tous les esprits indépendants. La fin du XVe siècle appelait une révolution en philosophie, tout aussi bien que dans la foi. Les novateurs religieux ne prirent pas même les devants sur les novateurs philosophiques. Mais par la nature des questions, ils arrivèrent plus vite à un éclat, et le combat qu'ils devaient soutenir fut plus tôt et plus sérieusement engagé. Mais dans le domaine de la science, si les révolutions sont plus lentes, elles sont aussi beaucoup plus profondes et plus durables. Aristote y dominait sans partage, et même lorsque l'Antiquité mieux connue vint apporter, à côté de cette grande autorité, des autorités nouvelles, celle-là n'en resta pas moins la plus puissante de toutes. Dans la science, aussi bien que dans la foi, les principes étaient donnés. L'esprit humain devait les recevoir et s'y soumettre. Aristote était devenu comme un prophète, presque un évangéliste.
Son texte n'était guère moins sacré que la Bible même, et le maître de l'école était certainement beaucoup plus respectable pour ses partisans qu'un père de l'Église. On pouvait discuter saint Augustin, saint Thomas. On ne discutait pas Aristote, on le citait. Il faut ajouter que cet Aristote si vénéré ressemblait fort peu à celui que nous connaissons. 5 ou 6 siècles d'études patientes, mais peu éclairées, l'avaient étrangement défiguré, et sous le costume dont les commentaires et les interprétations de tout ordre l'avaient couvert, il était presque méconnaissable. Pour les esprits vraiment libres et qui avaient l'instinct des besoins nouveaux, il y avait un double inconvénient dans cette superstition philosophique. D'abord, il leur répugnait, comme à tout philosophe, de subir un joug autre que celui de la raison, quelle que fût la main qui l'imposa. Puis ensuite, ce joug qu'on prétendait leur imposer était injustifiable. L'aristotélisme, tel qu'on l'enseignait alors, n'était guère qu'un amas confus de formules sans vie dont l'esprit s'était retiré. Il y avait donc ici 2 choses à faire. Repousser l'Aristote de la scolastique et briser une vaine idole. En second lieu, pousser jusqu'au bout Aristote, l'étudier en lui-même et le mesurer avec impartialité aux besoins et aux lumières du siècle. Ces 2 parties de la tâche furent accomplies successivement par les novateurs, avec plus ou moins d'audace et de succès, avec plus ou moins d'impartialité et de raison. Mais que d'obstacles ils rencontrèrent et que le destin de quelques-uns fut déplorable. Les persécutions acharnées, les tortures, la mort, voilà ce qu'on opposa durant près d'1 siècle aux réformateurs en philosophie, tout comme on l'opposait en France, surtout aux réformateurs en religion. Ramus a été l'une des victimes les plus regrettables et certainement les plus innocentes. Il attaqua le système entier d'Aristote, il consacra sa vie presque entière à le discuter et à le contredire, et ce fut surtout à la logique qu'il s'attacha. Mais au fond, il n'en avait pas moins d'admiration pour celui dont il se faisait l'adversaire, et souvent même il alla jusqu'à prendre sa défense contre des critiques injustes et passionnées. Si donc il apportait dans la lutte beaucoup d'ardeur, et par suite un peu d'aveuglement, il y apportait aussi la plus parfaite loyauté, et sa discussion n'eut jamais cette violence que Nizzoli, Patrizzi et d'autres, et tant d'autres firent éclater dans les leurs. Mais Ramus avait le malheur d'être le premier qui montait à ce rude assaut, et il eut le tort de presque tous les gens de cœur. Il fut tué au premier rang.